le monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous levez votre cul parfois? Non, c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah c'est bien, ma tête le bien. Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. Aujourd'hui, nouvel épisode un peu spécial puisqu'on reçoit Valentina Morel pour son film Tango Sueños Eléctricos. Comment ça va Valentina? Bonjour, bienvenue. Bonjour, ça va très bien, merci pour l'invitation. Je suis content d'être là. Ouais, nous aussi, on est ravis. On a Gaston qui est là aussi pour parler du film. Et oui, donc très content de parler de Tango Sueños Eléctricos et puis voilà, donc je vais laisser la parole à Nicolas. Nicolas aussi. Ah oui, très heureux d'être là, de parler du film, de son contexte, d'avoir un peu plus d'éclairage sur cette œuvre qu'on a tous, on est tous tombés amoureux de cette œuvre. Ouais, alors on va en parler, on a vraiment bien aimé le Ça film. va être très chouette. On est à Paris, mais du coup on est 5, il y a aussi Nathan ce soir, c'est aujourd'hui. Comme les autres, je suis très content d'être là, à côté de Valentina, dont on a tous aimé le film, pour répéter un peu ce que tout le monde a dit. Et voilà, je vais passer la parole à Bleu, qui est la dernière qui est dans l'équipe. Bleu, aujourd'hui, un mot. Ça va super, moi j'ai adoré le film aussi, je crois que personne l'a dit. c'est si peu drôle. Bon, on va tout de suite commencer du coup c'est cet épisode un peu spécial. Alors d'habitude c'est Gaston qui fait les synopsis, qui présente les films, mais on va quand même laisser Valentina nous parler un peu de son film et du sujet, tout ça. Valentina, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu la jeunesse du projet? Ça, Nicolas va y revenir dessus, mais surtout déjà le synopsis et un peu voilà le film en général. Tu veux me faire pitcher le film tout de suite, c'est ça? C'est ça, un petit pitch. Ouais. D'accord. Tango Sueños Eléctricos raconte l'histoire d'Eva, qui est une adolescente de 16 ans qui a très envie d'aller vivre avec son père après le divorce de ses parents. Et évidemment, son père est en pleine crise adolescente, c'est-à-dire qu'il vient de se séparer, donc il a envie de refaire sa vie, il a envie de se mettre à écrire de la poésie et à faire la fête. Il n'a pas spécialement envie d'aller vivre avec sa fille, et donc c'est un petit peu de l'histoire de cette relation qui est très fusionnelle, mais qui à la fois est faite d'un rapport un petit peu violent, où père et fille trouvent leur complicité dans la violence un petit peu. Voilà. Ouais. La violence, on fait deux binômes pour l'émission parce qu'on est nombreux, et Nathan et Bleu vont revenir sur cette question-là. Nicolas, est-ce que tu veux commencer à nous parler un peu à poser des questions et à parler un peu? Tu vas parler de la jeunesse, je pense, et du Ouais, fait de moi faire je vais pas parler beaucoup, je vais essayer juste d'interroger et d'amener des questionnements. Pas tant sur le fond du film, parce que mes camarades vont revenir dessus, mais peut-être sur ton parcours à toi, sur tes envies de cinéaste, et sur comment est-ce que le film s'est construit pour que tu nous partages cette expérience singulière. Moi j'aimerais juste revenir quand même sur cette... On n'est pas tous allés voir le film en salle en même temps, mais je me rappelle de quand on est sorti de la salle où... Alors pour ma part je savais pas du tout ce que j'allais voir, et je m'attendais pas, premier film en presse, tout ça, je m'attendais pas forcément à me prendre une telle claque, et je me rappelle quand on s'est sorti, on se regardait, mais c'était vraiment super bien ou... Ah ouais, donc c'était... Ouais, je m'y attendais pas. Mais bon, passons aux questions et arrêtons de flatter le film. Merci, ça me fait hyper plaisir, franchement, on pourrait continuer. On va faire ça pendant 50 minutes. Film génial. Bon alors, tout d'abord j'aimerais savoir quel était ton parcours de cinéaste, comment est-ce que tu étais tombée amoureuse du cinéma, quel chemin t'a fait évoluer vers la réalisation de ce long métrage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu par où tu es passé? Oui, c'est un peu long, mais en tout cas, j'ai découvert le cinéma à 16 ans. Et je pense que c'est pour ça que c'est un âge qui m'intéresse. C'est pas par hasard que c'est l'âge du personnage principal du film, mais 16 ans, c'est l'âge où j'ai été... j'ai été pour la première fois bouleversée dans une salle de cinéma. J'ai vu un film argentin qui s'appelait La Niña Santa, qui est un film de Lucrecia Martel, qui est une cinéaste argentine que si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à la découvrir parce que ces films sont absolument géniaux. Mais en tout cas, ce film en particulier m'avait beaucoup plu parce qu'il y avait un personnage de fille adolescente de 16 ans, un personnage très ambigu, une fille qui est pas... c'était pas une héroïne très... c'est pas une héroïne comme celle qu'on a l'habitude de voir au cinéma, c'est-à-dire que c'était une jeune fille un peu hermétique, on sait pas trop ce qui lui passe par la tête, et qui est traversée par un désir qui est complètement paradoxal. Voilà, elle aime un type plus âgé qu'elle, elle sait pas très bien pourquoi, et l'histoire est un petit peu... C'est pas un film où tout est donné, les réponses ne sont pas données, et ça m'a laissé dans un état pas possible, enfin voilà. Et je m'étais dit que le cinéma, ça pouvait aussi être ça, c'est-à-dire c'est un endroit où tout à coup on se sent un petit peu intimement
dénudée. Voilà, je me disais, cette cinéaste, elle a raconté quelque chose un petit de moi que j'ignorais moi-même, et donc voilà, je raconte toujours ça parce que je pense que aussi avoir envie de faire du cinéma, c'est d'abord être passé par avoir une expérience de spectateur, spectatrice absolument bouleversante à un moment donné, et voilà. Et bon, par la suite, j'ai fait des études de cinéma, j'ai fait une école, j'ai grandi au Costa Rica, je suis partie en Europe faire des études parce que mon père est français, et donc comme je parlais français, j'avais le passeport, je voulais en profiter. Et puis, je me suis retrouvée finalement en Belgique dans une petite école de cinéma très technique qui s'appelait l'INRACI. Et c'est là où j'ai appris à concrètement faire des films. Et après, j'ai fait un master dans une école qui s'appelle l'INSAS. Mais bon, tout ça est un peu moins intéressant à raconter. En tout cas, je pense que tout a commencé avec le film que j'ai évoqué. Ouais, c'est très intéressant parce qu'en plus, récemment, il y a The Fablesman de Spielberg qui est sorti. Et on voit cette trace qui est laissée sur le personnage de plus ou moins de Spielberg, où il voit un film quand il est tout petit, avec un train, et du coup il est obsédé par ce train qu'il a envie de reproduire. Et je pense qu'il y a ce truc chez les cinéastes aussi d'avoir une espèce de choc cinématographique qui nous marque tellement qu'on reproduit ça dans notre œuvre. Donc j'allais te demander si tu avais une cinéphilie particulière, si tu avais des cinéastes qui t'avaient inspiré, mais du coup tu m'as partiellement répondu, mais est-ce que tu as d'autres inspirations qui viennent marquer ton cinéma comme ça? Alors oui, mais c'est pareil, les inspirations sont restées un petit peu figées à l'âge de 16 ans, je sais pas pourquoi, c'est-à-dire évidemment j'ai regardé beaucoup de films après en école de cinéma et j'en regarde encore, mais les références qui m'ont marqué, c'est aussi à cet âge-là parce que au Costa Rica, il n'y avait pas beaucoup de cinéma, donc je regardais surtout des films à la télé. Et on avait le câble, c'était à l'américaine. Bon, j'imagine ici aussi il y a le câble, mais bon, bref, nous on avait genre des centaines de chaînes, un truc complètement taré. Et dans ces centaines de chaînes, il y en avait une qui s'appelait Cinemax. Et après minuit, au collège, on m'avait dit qu'il y avait des films porno, ou enfin des films érotiques. Et donc moi, j'avais cherché à les regarder. En fait, j'étais tombée accidentellement sur un programme qui s'appelait Vanguardia, un truc comme ça en anglais, des films d'avant-garde. Et là, j'avais découvert des films de John Waters, des films de Greg Araki, films de... Enfin voilà, le film que j'ai fait, on voit pas vraiment ces références-là, mais en tout cas, c'est des inspirations, enfin des films qui étaient très libres et très étranges et qui, pareil, parlaient de sexualité de façon assez frontale. Et moi, j'avais l'impression que j'étais la seule dans le pays qui était en train de les regarder. J'étais convaincue qu'il y avait un fou furieux aux États-Unis à qui on avait laissé les clés de la chaîne pour la nuit, qui avait programmé ces films-là et qui se doutait pas qu'il y avait une ado au Costa Rica qui était en train de les regarder en cachette de ses parents. Et bref, et c'est pas, enfin voilà, en tout cas, il y avait un rapport à la liberté de ton qui m'a donné envie d'écrire aussi, en tout cas qui je pense reste, enfin John Waters, Greg Araki, mais aussi Cassavetes, Herzog, j'essaie de penser à d'autres références, mais tous ces cinéastes qui sont plutôt américains, je me rends compte maintenant quand je vous les cite, mais qui m'inspirent toujours quand j'écris maintenant. Ouais, non, mais ça va, c'est quand même un peu international. On a du Herzog, ça de partout. Et tu disais en off avant l'émission que quand tu voyais des films aujourd'hui, ça te donnait envie de faire du cinéma et de faire d'autres films. Mais du coup, est-ce que tu penses que tu puises moins de références ou d'inspiration dans ce que tu vois aujourd'hui que dans ce que tu as vu à cette période-là? Ou est-ce que c'est plus un élan de cinéma quand tu vois les films aujourd'hui que des inspirations et à l'époque plus des inspirations sans savoir que tu allais faire forcément du cinéma à ce moment-là? Oui, c'est une bonne question. Je sais pas trop parfois. C'est-à-dire ces références-là que je viens de citer, je pense pas qu'elles me servent concrètement quand j'écris. C'est-à-dire, est-ce que je vais utiliser je sais pas, une structure que j'ai vue dans un film de Greg Araki? Je pense pas du tout. Mais c'est vrai que comme c'est par là que le désir est né. Et que quand j'essaie d'écrire, j'essaie de retourner à cet endroit du désir, de la spontanéité, de l'envie de cinéma. Je repense à ces films et c'est les émotions que j'ai ressenties en les regardant qui me donnent envie d'écrire. Après, en termes d'inspiration concrète, je pense qu'effectivement, je suis alimentée par d'autres films. Je sais pas, Lucretia Martel, mais Catherine Breillat, Claire Denis, des cinéastes que j'ai découverts après qui m'inspirent beaucoup. Mais évidemment...
paradoxalement, quand j'ai écrit ce film que vous avez vu, Mhm. j'ai essayé de pas penser à tout ça parce que j'avais déjà fait un cours avant et on m'avait dit ah tiens ça ressemble au processus de montage. Je me rends compte qu'il y a une image, un plan, quelque chose que j'ai piqué d'un autre film, mais je me Ok. suis pas rendu compte forcément. Donc du coup c'est pas, je m'en veux moins quoi. Ouais. Mais C'est du vol inconscient, tout va bien. c'est du vol inconscient, tout va bien. Et puis je pense qu'il s'agit de ça, il faut voler aussi. Enfin, tout le monde vole des choses aux autres et c'est une sorte de communication perpétuelle comme ça dont on ne doit pas se sentir coupable. Mais bon. Non, j'ai un truc qui me vient en tête quand tu évoquais Claire Denis. Je voulais dire à Victor à quel point je pense que lui il serait fier qu'on le traite de Claire Denis, à quel point il aime Beau Travail. Hein. Je suis pas très fan de Beau Travail, mais Ah, non, c'est vrai. ouais, Ah. j'ai vu ton regard s'illuminer quand Ouais, on a parlé de Claire ça Denis, aussi me fait Nicolas. penser. Moi Mais, j'adore Claire Denis. mais par contre, c'est vrai que T'es endormi devant The Stars at Noon aussi. non, mais ça c'était à Cannes et c'était différent parce que c'était en fin de festival. Et j'ai pas Je vu le film, donc m'excuse. je sais pas. Non, j'ai pas vu beaucoup de films de Claire Denis. J'ai vu que Beau Travail, en fait, pour ainsi dire. Mais non, après, je connais pas très bien, donc je pourrais pas dire. Mais toi, Nicolas, tu Ah, adores. j'adore Vanet le présentateur, du coup c'est c'est vraiment purement gratuit. Je comprends. Non, mais c'est original, c'est bien. Tout le monde adore Beau Travail, donc. Ah mais oui, rencontrer ça quelqu'un pour le coup, qui ouais, aime pas. c'est original. Ouais. Du coup, j'aimerais aborder maintenant un peu la jeunesse du projet, savoir, alors, pas forcément en détail, mais comment est-ce que tu es arrivé à produire ce film, comment tu es arrivé à te démêler dans la pré-production, dans le scénario, et dans toutes ces tâches qui sont un peu mystérieuses quand on est spectateur, parce qu'on a beaucoup de making-of. Quand on arrive à avoir des making-of, on est content, mais on n'a pas de making-of de la pré-production. Du coup, Ouais. moi j'aimerais savoir un peu comment ça s'est passé, si tu as galéré pour trouver des financements, pour trouver les lieux de tournage, ce genre de choses. Alors, est-ce que j'ai galéré? Oui, on galère toujours, je crois. Mais finalement, ça n'a pas été si difficile de trouver du financement pour le film. Moi, comme j'habite en Belgique, j'ai une production majoritaire belge, un producteur belge qui a trouvé des fonds assez facilement. Et en France, on a eu l'aide au cinéma du monde. Et ce qui a été dur, ça a été de trouver des fonds au Costa Rica pour que le film soit une coproduction costaricienne, parce que moi, je voulais que ce soit aussi une production costaricienne. Donc ça n'a pas été très facile. Enfin, comment dire, ça a été très compliqué de pouvoir avoir une équipe costaricienne et faire venir des gens de France et de Belgique et que ça reste une coproduction avec le Costa Rica. Mais tout ça, moi, je suis pas productrice, donc je connais pas les détails. C'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Mais en tout cas, je me suis battue en tant que réalisatrice pour qu'il y ait des fonds costariciens et que le film soit aussi costaricien. Bref. Non, ce qui a été dur, c'est plutôt d'écrire le film. Ça a été un processus un peu long. Et ce qui a été peut-être un petit peu dur aussi, ça a été d'avancer dans l'écriture un peu en tâtonnant. C'est-à-dire, je savais pas très bien quel type de film j'étais en train d'écrire. Je savais pas si ça allait être un coming of age, si ça allait être un film choral, si ça allait être un film sur la violence, si ça allait être parce que j'ai une façon un peu chaotique. Enfin, je veux dire, j'aime bien avancer sans savoir quel est le sujet du film. Ok. Ouais, c'est très original. Oui, parce que j'ai l'impression parfois que justement de devoir pitcher ou de devoir écrire un dossier pour trouver des financements, on a tendance à attendre de nous qu'on sache exactement de quoi parle le film. Et parfois, ça fige un peu les choses. Et donc, moi, pendant longtemps, je ne savais pas. Voilà. C'est marrant. Et est-ce que tu as vu énormément de différences entre les courts-métrages que tu as fait avant et le long-métrage que tu as produit en termes de scénario, tu nous parles de thématiques, d'avancées Parce que t'as fait 3 courts-métrages, c'est ça, avant, non? J'en ai fait quelques-uns que j'ai pas jamais montrés, qui étaient pas terribles. J'en ai fait deux qui ont circulé en festival. Donc, c'était le fin d'études en français, donc que j'ai fait en Belgique, qui s'appelait Paul et là, et Luciane El Limbo, que j'ai tourné au Costa Rica. Ouais. Et c'était un peu les mêmes thématiques. C'est-à-dire, le premier film parlait d'une relation père-fille, et le deuxième court-métrage parlait de l'éveil sensuel d'une adolescente. Et donc, pour le premier long, je voulais faire quelque chose de complètement différent. Évidemment, j'ai pas réussi, puisque les deux sujets se sont rejoints, enfin mélangés. Et je voulais à la base faire quelque chose de complètement différent. Enfin voilà, je voulais vraiment faire un film choral, l'histoire d'une famille. Je voulais pas que ce soit forcément. Enfin, le film, il aurait pu se tourner aussi en Belgique ou en France. Enfin,
je savais que je voulais tourner au Costa Rica, mais je voulais pas forcément parler du Costa Rica. Donc, Ça, on va en parler, Gaston. Il a des questions aussi à poser par rapport à ça. D'accord. Juste un dernier point. Mais du coup, ça veut dire que au niveau des courts-métrages et du thème en fait, que tu as repris, on en parle des fois avec Nico en dehors, tous les deux, mais souvent, les cinéastes, on peut voir leurs œuvres, leur filmographie au prisme d'un même sujet qu'ils vont traiter, qu'ils vont essayer d'étudier sur différents films. Est-ce que tu penses que ce sujet-là qui est venu du coup sans que tu le veuilles vraiment, c'est un sujet qui s'impose et que tu vas sûrement traiter à l'avenir et qui est important, voire indispensable dans ton cinéma et dans ta manière de faire des films? Il est fort probable, oui, je pense que oui. Mais après, en tout cas, je pense que je vais sûrement essayer d'explorer des choses différentes et que, sans le vouloir, elles parleront de la même chose. Pas forcément de la relation au père, mais probablement de la relation entre les générations, c'est ce qui m'intéresse, ou l'intimité, ou le sexe, ou ces choses-là. Mais peut-être que je ferai un film de science-fiction qui parlera de ça, je sais pas. Ah, on veut. Je crois que vraiment, très fort. J'espère. Gaston, vas-y. Moi, je voulais aborder un petit peu donc justement l'aspect costaricien du film, ce qui m'a beaucoup intéressé. Alors déjà avec une question qui va un peu vers ce que tu commençais à aborder quand tu disais c'est un film que j'aurais pu tourner en France, que j'aurais pu tourner en Belgique. Est-ce que tu penses que c'est un film qui pourrait avoir la même histoire, le même propos, mais dans un cadre différent, dans un cadre géographique différent, ouais. Et est-ce que donc du coup le Costa Rica est primordial dans le film? Alors, je pense que cette histoire aurait pu avoir lieu ailleurs. Et pourtant, je pense que le Costa Rica est primordial pour le film. C'est-à-dire que, puisque cette histoire peut avoir lieu n'importe où, il fallait absolument la tourner au Costa Rica. Justement parce que quand on vient d'un petit pays, on sent la responsabilité, on se sent un petit peu obligé de devoir... expliquer à un public étranger quel est ce pays. On a la tentation de se présenter de façon un petit peu folklorique ou spécifique ou particulière. Et donc moi, j'ai senti que ma responsabilité, c'était de justement ne pas le faire pour faire exister le pays dans le film. Enfin, voilà, c'est une manière de montrer sans montrer. Je ne sais pas comment dire, mais c'est-à-dire de dépasser les clichés un petit peu. Oui, voilà, de dépasser les clichés, mais aussi eh bien, je pense que si je filme la petite rue anonyme et banale dans laquelle j'ai grandi et que je parcourais pour aller prendre le bus de l'école, c'est là où je suis vraiment en train de vous montrer ce qu'est le Costa Rica pour moi et donc ce que c'est vraiment, quoi. Je suis pas en train d'essayer de filmer des choses qui répondent à une idée du Costa Rica, ce que j'aurais pu faire. Voilà. Parce que tu filmes du coup des lieux de ton enfance. Oui, c'est-à-dire, j'ai pas tous les lieux que j'ai filmés, c'est les lieux dans lesquels j'ai grandi. Hein. J'ai pas grandi dans les bars ou dans la maison de l'ami du père, qui est cette sorte de squat de poète. Mais c'est des endroits que j'ai fréquentés, c'est des endroits que je connais. Ouais. D'accord. Donc un peu à la suite de ma première question, ton film il est perçu comme un film latino-américain. Est-ce que tu penses qu'on peut dire qu'il y a une manière spécifique de faire du cinéma en Amérique latine, que les films qui y sont conçus ne pourraient pas être réalisés ailleurs? Alors, je pense qu'il y a oui, il y a sûrement une manière de faire des films en Amérique latine qui sont les films qui sont vus en festival en Europe. C'est-à-dire ça, c'est un type de film latino-américain. Et je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont faits, qui ne sont pas vus. Donc, si tu veux, je pense que c'est difficile de parler d'un... Il y a un biais, ouais. Ouais, il y a un biais. Et je pense que moi, ce qui m'embête parfois, c'est que j'ai l'impression que les films latino-américains qui sont vus... Ils ont un certain style, ils parlent de choses... en tout cas, ceux qui sont demandés par les festivals, parfois, parlent de situations... Enfin, sont des films qui portent une sorte d'étude sociologique sur l'Amérique latine ou qui vont entrer dans des cases artistiques très spécifiques. On va parler, c'est ça, le réalisme mágico, tu vois, ce genre de choses... que nous, les latinos, peut-être on est un petit peu fatigués de voir ça, quoi. Mais j'ai l'impression que on habitue parfois le public européen à voir ces films-là parce qu'il se sent moins
ils se sont réconfortés dans l'idée qu'il est en train d'apprendre quelque chose sur une autre culture et que du coup, il est pas là pour rien, quoi. Qu'il perd pas son temps en regardant un film latino. Il sort de là, il se dit j'ai compris quelque chose sur la situation au Guatemala qui est terrible. Presque un regard colonialiste en fait finalement. Je pense qu'il y a une sorte d'envie d'altérité exotique, oui, mais c'est alimenté des deux côtés. C'est-à-dire aussi, il faut dire que il y a certains pays latino-américains, on n'a pas de financement pour faire les films, donc on doit passer par des structures de coproduction. On demande des sous à des structures en Europe ou aux États-Unis aussi, et donc forcément, on alimente aussi un petit peu cette altérité exotique pour pouvoir financer les films. Enfin, moi, je pense qu'il faut petit à petit pouvoir sortir de ça, mais l'argent joue aussi un jeu là-dedans. Enfin voilà. Donc, mais il y a plein de cinéastes qui essayent de pas faire ça, avec plus ou moins de succès. Et bon, parfois ils sont un petit peu ignorés par le réseau de festivals, quoi. Mais tu dis que tu aurais pu tourner le film dans un autre pays, ou pas forcément au Costa Rica, mais la langue, elle n'était pas quand même importante dans l'œuvre, parce que il y a un travail aussi, ça Gaston, je crois que tu voulais poser une question, sur la poésie, et alors moi je parle un peu espagnol, et c'est vrai que écouter les répliques et puis les poèmes en fait qui sont lus en espagnol, ça aussi ça apporte quelque chose d'assez spécial au film, et c'est un point fort, je trouve. Alors du coup, est-ce que le faire en français, ça aurait pas été aussi différent? Parce que, ça aurait été terrible de le faire en français. Quand je dis que ce film aurait pu avoir lieu n'importe où, c'est juste que si je l'ai fait au Costa Rica, c'est parce que justement j'en avais envie. Voilà, parce qu'en tant que cinéaste, j'avais envie de le faire, et parce que justement, j'avais envie d'entendre la langue spécifique du Costa Rica, pouvoir faire lire ces textes qui préexistaient au film. Tu vois, c'est des vrais textes, ils n'ont pas été écrits pour le film, mais parce que, voilà, il n'y a pas une raison, c'est pas pour vous apporter un portrait du Costa Rica, c'est ça que je voulais dire. C'est pour la même raison pour laquelle, je sais pas, un cinéaste français va vouloir faire un film sur je sais pas, une histoire d'amour n'importe laquelle dans une petite ville, quoi. Voilà, il le fait pas pour montrer pour faire un portrait spécifique de la France, quoi. En Ardèche. En Ardèche, voilà. Très très important. Mais donc, oui, moi, en tout cas, je suis contente que tu aimes entendre les textes en espagnol, mais c'est des textes qui ont été écrits par des poètes, donc costariciens, et qui ont fait partie d'une génération de poètes des années 2000 qui s'appelait, il y avait un collectif qui s'appelait Los Amigos de lo Ajeno, et donc je ne vais pas réussir à le traduire, mais vous pouvez chercher sur internet. Mais en tout cas, je voulais les mettre dans le film parce qu'ils existent, tout simplement, pas parce que je voulais dresser un portrait de la poésie latino-américaine ou quelque chose comme ça. Parfois, j'aime bien qu'il y ait des choses vraiment spécifiques du réel qui viennent alimenter l'écriture d'un film. Ouais. Je voulais aussi te poser une question par rapport à ton rapport au cinéma costaricien, en fait, en général. Est-ce que tu le connais bien? Est-ce que tu conseilles des œuvres, des réalisateurs? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est super avec le cinéma costaricien, c'est qu'il est en plein boom. Et ce qui est très spécifique au cinéma costaricien, c'est qu'on est essentiellement des femmes. Il y a beaucoup plus de femmes réalisatrices que d'hommes. Et je sais pas pourquoi. Et il y a je pourrais vous conseiller, en tout cas, il y a un film qui a été fait l'année dernière qui s'appelle Clara Sola, qui est fait par Natalia Alvarez Messen, et c'est un film qui parle plutôt de la ruralité costaricienne. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement vu. C'est pas du tout les paysages tropicaux, c'est la montagne, la brume, le froid. Donc voilà, c'est super. Il y a aussi un autre film sur la brume qui s'appelle Domingo en la Niebla. Ah oui, on l'a vu à Cannes avec Gaston. Voilà, ça c'était un pas vu à Cannes. Ah, moi je l'ai vu alors. Moi je l'ai pas vu celui-là, par contre. Donc, moi non plus. Ah bon. Mais bon, je connais le réalisateur, on se connaît tous, hein, c'est un tout petit pays, donc même si parfois on n'a pas vu les films les uns des autres, on se connaît bien. Et sinon, je peux vous conseiller Agua Fría de Mar, et voilà, Agua Fría de Mar, eau froide de mer, je traduis mal, de Paz Fábrega. Et ça, c'est un film qui a été fait en 2008, et c'est vraiment elle qui a lancé cette génération de cinéastes, et qui a fait un film toute seule. Il n'y avait pas grand-chose avant. Et voilà, c'était incroyable qu'elle fasse le film qu'elle a fait alors qu'il n'y avait rien à l'époque au Costa Rica. Et c'est des recommandations qu'on va suivre, qu'on espère que le public va suivre aussi également. Une question un peu plus centrée sur ton film, et puis ce sera ma dernière question
enfin pour moi, hein, après vous aurez d'autres questions de Nathan et Bleu. Est-ce que tu considères que ton film il raconte, comme tu disais tout à l'heure, un coming on age véritable, ou est-ce que c'est plus la mise en scène d'une jeune adolescente qui feint d'être adulte en fait? Oui, alors le mot coming of age, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, il y a des gens qui ont lu et qui m'ont dit c'est un coming of age, et moi je me demandais un peu ce que ce mot voulait dire. Je pense que coming of age, ça veut dire c'est l'histoire de la trajectoire d'une jeune personne qui devient un adulte. Et là ici, j'avais l'impression que c'était pas une trajectoire si linéaire, mais c'est plutôt une adolescente qui découvre les complexités du monde adulte, qui découvre que les adultes autour d'elle ne sont pas matures forcément. Voilà, c'était plutôt questionner l'idée de maturité. Qu'est-ce que l'immaturité et la maturité? Est-ce qu'on arrive vraiment à la maturité un jour? Et donc, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'histoire d'une adolescente qui n'arrive nulle part et de personnages qui sont arrivés nulle part. Et je dis pas que c'est forcément grave, mais que c'est une découverte dans la vie. Voilà, de se rendre compte qu'en fait, en tout cas, cette ado, Eva, elle sait plus ce qu'elle veut dans la vie, où elle questionne peut-être l'amour et le désir de façon plus frontale et plus honnête, parfois, que les adultes qui sont autour d'elle. Alors du coup, là, avec les joies du montage, vous n'avez pas vu, mais on a changé d'équipe. Nathan et Bleu nous ont rejoints autour de la table, et Gaston et Nicolas sont sur le canapé à côté en train de boire du cidre et du jus de fruits. Voilà. Voilà. Bleu, tu voulais poser des questions par rapport à la malédiction générationnelle, des choses comme ça? Ouais, c'est ça. Je vais plutôt aborder le fond, parce que c'est vrai que je suis sortie du film comme Nicolas. Je pense que j'ai bien mis 20 minutes à ressortir de cet état un peu de transe, de me dire waouh, qu'est-ce que je viens de voir. Et c'était vraiment génial. Je me suis vraiment pris une claque. Je crois que c'est une des grosses claques cinématographiques que je me suis pris cette année. Et il y a une thématique qui est ressortie dans tous les sujets qui avaient été abordés et qui me marquait vachement, c'était cette thématique, comme tu as dit Victor, de malédiction générationnelle. Parce que Gabriel García Márquez, dans Cien años de soledad, il parle aussi d'une malédiction familiale et générationnelle. Et je me demandais si pour toi, ton film, il illustrait aussi une sorte de schéma de violence, de rancœur et de traumatisme qui se répète un petit peu inlassablement d'une génération à l'autre, quoi. Oui, alors j'espère que ça l'illustre pas dans le sens où je pense que c'est pas une fatalité, mais c'est vrai que c'est une peur que j'ai. Moi, c'est la logique implacable de la répétition. Et je la vois dans les logiques de ma famille, mais aussi chez les autres. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous définissent, et elles sont très mystérieuses, et je refuse de croire que c'est juste de la génétique ou juste quelque chose qui est lié à l'éducation. Enfin voilà, il y a des processus de reconnaissance qui nous dépassent, et bon, évidemment, il y a Freud aussi là-dedans, mais moi, j'avais pas envie d'écrire le film en pensant à ça, mais j'avais juste envie de l'écrire en essayant d'observer ces choses-là, et en racontant aussi l'histoire peut-être d'une adolescente qui essaye de rompre avec ça d'une manière ou d'une autre, mais ça se résout pas forcément dans le film. C'est-à-dire, je dis pas ok, c'est bon, elle a réussi à se débarrasser de cet héritage paternel et c'est fini, et elle n'en veut pas, et puis basta, quoi. Il y a aussi un truc qui fait que elle se reconnaît dans la rage de son père, et peut-être que il y a de la complicité aussi là-dedans, et peut-être que c'est ça qui fait que on a tendance à répéter les schémas dont on a hérité. C'est aussi parce qu'on se sent bien dedans, bizarrement. Voilà. Mais c'est exactement ce dont j'allais te parler aussi. J'allais te parler de la scène de fin, qui est du coup, si j'ai bien compris, pas du tout dans une vision manichéenne de sortie définitive du cercle vicieux, ou au contraire conséquence de ce cercle-là, quoi. Sans spoiler pour nos auditeurs qui vont revoir le film sans leur gâcher la fin, parce que la fin est magnifique. J'ai commencé à spoiler. Est-ce que j'ai divulgaché la fin? Attention. Mais c'est vrai que c'est compliqué de parler des thématiques sans spoiler le film, quoi. Non, mais donc, mais dans tous les cas, on a tous la fin en tête, je pense. On peut juste skipper la description de la séquence, sûr, et puis évidemment. juste on creuse.
Et donc c'est vrai que dans le film, il y a aussi des scènes de nu et de sexe. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, pour toi aussi c'est important d'aborder l'intimité, d'en parler. Je me demandais si toi tu avais eu la sensation aussi d'user du female gaze pour filmer ces scènes-là, si selon toi ton regard de réalisatrice avait un impact un peu sur la manière de filmer les corps. Alors oui, sûrement, je m'en rends pas compte quand j'écris et je préfère pas penser à ça parce que forcément comme je suis une femme, je pense pas au female gaze. Juste, je gaze, je regarde. Enfin, je sais pas. En tout cas, je veux dire, je me suis autorisé la liberté, en tout cas, d'écrire une scène de sexe qui est assez crue, dans le sens où tout est à peu près... Il y a de la durée, plus que montrer, hein, il y a de la durée. Et ça, c'est difficile de voir ça dans les films en général, j'ai l'impression, parce que les gens ellipsent les scènes de sexe parce qu'on se dit on sait ce qui va se passer là, on sait ce qui se passe dans une scène de sexe, on sait ce que les deux personnes vont faire, et puis voilà. Ou si on le raconte, alors c'est obscène, ou si on le raconte, alors c'est pour raconter qu'il y a forcément un abus, ou il y a forcément quelque chose, c'est pour répondre à un besoin narratif. Et moi, là, j'avais envie de répondre à une envie de cinéma et peut-être de regard féminin sur la chose, peut-être parce que je ne l'ai pas assez vu, et c'est de montrer de la durée et le vertige de deux corps qui se retrouvent, qui se dénudent, et aussi d'une jeune femme qui voit pour la première fois un pénis, qui voit pour la première fois un homme nu, et toute cette chose mystérieuse de se prêter à quelque chose sans savoir si on veut cette chose ou pas, et en la voulant par moment, en ne la voulant plus ensuite. Voilà, toutes ces choses qui pour moi pourraient être la matière d'un film entier, en fait, une scène de sexe, parce qu'il y a plein d'étapes, de couches, de suspense, de non-verbal, de choses qui ont lieu là-dedans. Et peut-être que c'est parce que je suis une femme que j'en avais envie, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être oui, la jeune femme n'est pas l'objet qu'on regarde, c'est plus, c'est eux deux, voilà. Et peut-être que c'est ça qui change. Je ne sais pas, je suis pas très théorique là-dessus. Mais c'était vrai qu'on s'était fait la remarque par rapport à cette scène-là, notamment, et puis cette scène-là tirait un peu le fil rouge de toute la suite, mais on avait remarqué, je pense à peu près tous, qu'il n'y avait aucun des personnages du film qui était manichéen, tout blanc, tout noir, même sombre. Il y a jamais... tout le monde a sa part... d'ambivalence. Tout le monde a sa part d'ambivalence, mais de manière vraiment très marquée, très bien proportionnée. Et voilà, je trouve que cette scène, elle illustre particulièrement bien de montrer que finalement, Eva aussi a le droit d'avoir du désir et de décider de faire ses propres choix, même si c'est pas forcément des choix très... je sais pas, très normatif, très attendu, mais voilà quoi. Parce que le risque aussi c'était de dire, parce qu'on s'était dit à la fin de la séance, c'est vrai que si un homme avait réalisé ça aurait été compliqué et problématique, parce qu'il y a ce truc de se dire, est-ce que la scène va venir assouvir aussi une pulsion scopique et du coup créer chez le spectateur un sentiment un peu voyeuriste, ce qui est pas du tout le cas en fait dans le film, parce que on se sent pas intrus, on se sent dans une sensation, on fait une position assez étrange, parce que on n'a pas à voir ça, mais on le voit, mais c'est pas là pour répondre à un désir voyeuriste malsain, c'est là pour venir questionner justement, je pense. Oui, en tout cas, moi, ce que je voulais, c'est qu'on comprenne exactement ce qui est en train de se passer, et surtout ce qu'elle veut et ce qu'elle est en train de sentir, parce que j'ai l'impression... Enfin, je voulais avoir un personnage de jeune femme qui a envie et qui est complexe. Enfin, elle est intelligente, elle est déterminée. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est libre ? Ça, je sais pas. Enfin, mais je suis pas là pour le pré-mâcher pour le spectateur. Enfin, c'est au spectateur de se faire sa propre idée là-dessus. Mais en tout cas, si forcément j'avais un rapport de pouvoir totalement disproportionné, ou un personnage masculin qui est horrible, ça a enlevé de la complexité au personnage d'Eva, et c'est ce que je voulais éviter. Carrément. Et justement, ça va être ma dernière question, et ça revient un petit peu avec cet aspect-là de représentation ambivalente.
j'ai remarqué quelque chose dans ton film qui m'a beaucoup questionnée. C'était le fait qu'on nous montre une relation quand même assez violente, bien que d'un amour très visible et totalement irrésistible entre Eva et son père. C'est un amour charnel, c'est un amour très beau à voir. Au cœur d'une relation violente, comment est-ce qu'on arrive à montrer cette ambivalence-là de la relation sans normaliser les violences intrafamiliales ? Alors, je crois que peut-être, justement parce que on a tendance à mal parler de la violence, ou peut-être en parler de façon un peu simpliste, que paradoxalement on la normalise en essayant de la dénoncer parfois, parce qu'on va justement associer par exemple la violence au masculin, ou que à un type d'agresseur, ou que aux classes populaires, ou que par exemple moi on m'a déjà demandé si la violence dont je parle dans le film, est-ce qu'elle est latino-américaine, donc ça me fait beaucoup rire quand on me demande ça. Ouais. Alors que on n'a pas le monopole latino-américain de la violence intrafamiliale, mais du coup je voulais en parler de façon compliquée, c'est-à-dire aller à l'endroit où elle est le terrain de familiarité, le terrain d'intimité, le terrain de reconnaissance, comment aussi une jeune femme peut être tentée de reproduire la violence et d'être violente, et comment ça donne aussi un sentiment paradoxal de pouvoir, une sorte de surpuissance physique, enfin toutes ces choses dont je parle pas parce que le film est strictement autobiographique, mais aussi parce que ça parle de choses que je connais. J'ai pas fait une étude là-dessus, je voulais pas faire un film psychologique, ou une étude psychologique là-dessus, mais parce que je sais que l'adrénaline de la violence, elle peut être aussi jouissive, et c'est peut-être ça le problème, et c'est un faux semblant de vitalité en fait. Et justement, c'est quand on en parle de cette manière-là, en prenant le risque de le dire, que je pense qu'on en parle le mieux, et qu'un spectateur peut s'identifier peut-être et réfléchir à ça. C'est intéressant la question de la violence, et je pense que tu fais une passerelle toute tracée. Nathan qui voulait parler justement de la violence et de la cruauté dans le film notamment. Nathan, vas-y. Ouais, exactement. Du coup, je vais essayer de pas trop faire des redites avec ce que vous venez d'échanger. Mais en fait, encore plus que la notion de violence, c'est celle de cruauté qui m'intéresse beaucoup dans ton film, puis en général. Déjà, même sur le principe de la relation entre le père et la fille, et sur les personnages en eux-mêmes, je trouve qu'il y a beaucoup de cruauté. Et déjà, je voulais savoir si... est-ce qu'en fait, t'aurais pas mis une forme de mépris contre tes personnages dans ton écriture ? Alors, je sais pas si... Je pense pas que c'est le mot mépris. Moi, j'ai l'impression de les aimer. Après, je les aime et je les déteste, mais c'est cette tension-là qui me plaît. Et peut-être que... peut-être que tu imagines qu'il y a du mépris parce que je montre leurs défauts, quoi. C'est-à-dire, ils sont extrêmement... ils sont pires qu'humains, ils sont archaïques, c'est un peu des animaux aussi à leur manière. Et puis les corps sont représentés de façon assez... j'aime bien le prosaïque au cinéma, la sueur, l'odeur, etc. Donc on pourrait imaginer que c'est une façon un peu cruelle de les représenter, mais en fait moi j'aime bien le corps, j'aime bien les odeurs, j'aime bien l'animalité des gens, et j'aime bien aussi leurs défauts terribles. Et au contraire, quand je vois des personnages comme ça au cinéma, je me sens moins seule, parce que je pense à tous mes propres défauts. Et donc, je pense que là-dedans, il y a plus d'amour que de mépris. Et puis, j'aime la cruauté de la vie, dans le sens où, elle est présente. Par exemple, le personnage d'Eva est très cruel avec sa mère. Et ça, on me le reproche parfois. Mais je pense que souvent... c'est comme ça, c'est-à-dire il y a une sorte d'injustice qui fait qu'elle préfère son père qui est un type vraiment compliqué à sa mère qui est juste un peu plus rigide parce qu'elle essaye de faire de son mieux pour lui donner un cadre, et cette adolescente est extrêmement cruelle avec elle, et parfois les gens aimeraient que la fiction vienne réparer le réel, qu'elle l'embellisse un peu, qu'on représente les relations entre les femmes. Et ça, c'est maintenant, et c'est important qu'on les représente comme quelque chose de... La sororité, quelque chose de plus positif. Mais bon, moi, j'ai l'impression que... là, j'avais le besoin de représenter aussi ce gros paradoxe, cette grosse cruauté de cette adolescente vis-à-vis de sa mère. La cruauté du père vis-à-vis du chat, la cruauté entre les sœurs, les petites sœurs qui se battent, qui reproduisent l'attention des parents.
c'est pas, il y a pas que ça, mais ça m'intéresse aussi ça dans la vie. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ok, mais du coup, un peu en fait, si je résume un peu ce que tu dis, par souci d'intimité, c'est-à-dire de rentrer vraiment dans le quotidien de personnages que tu as écrits, mais qui, je pense, frôlent justement beaucoup de réalisme. Donc, il y avait vraiment cette envie de représenter les choses telles qu'elles pouvaient être en vrai, en fait. Un peu comme Dolan, par exemple, le ferait dans les relations mère-fils plutôt chez lui, mais je pense tu vois le rapprochement ou pas trop? Oui, enfin, oui, lui, il aime bien la conflictualité aussi. Peut-être plus que moi, mais ou de façon plus spectaculaire. Oui, peut-être que j'aime bien la tension, j'aime bien la brutalité des personnages. Ouais. Après, moi, j'aimerais bien être une cinéaste plus délicate. J'aurais adoré. J'adore les films de Ozu sur la relation père-fille. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir être cette personne-là, mais j'ai pas, ça ressemble pas à la vie que j'ai ou que j'ai eue ou aux gens que je connais. Et on n'est pas toujours le cinéaste qu'on aimerait. Donc moi, j'ai été entourée de gens un petit peu plus intenses. Et donc voilà. Donc c'est ce que tu représentes. Probablement, oui. Oui, il y a quelque chose peut-être qui vient plus naturellement chez moi quand je pense à de la cruauté ou du conflit, qu'à du paisible, à des personnages qui sont alimentés d'idéaux philosophiques très positifs, quoi. Ok, ouais, je comprends. Et du coup aussi, il y a autre chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans le film, et je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire dessus, c'est la dichotomie entre la poésie, qui est pratiquée du coup par le père, et par tout un réseau un peu de laisser pour compte. C'est pas du tout le cliché que par exemple nous on a en France du cercle de poètes à la 19e siècle, où il y a avec Baudelaire, Rimbaud, où en fait ils se réunissaient tous dans un café parisien. On est très loin de ça, ils sont dans un squat un peu perdu, et puis même quand on les regarde, c'est des portraits un peu atypiques, en tout cas par rapport aux clichés auquel on aurait pu s'attendre. Et je trouve qu'il y a une dichotomie entre la poésie que le père fait, et en fait c'est même le titre du film finalement, et justement cette bestialité qui est représentée par la plupart des personnages. Oui, en fait, moi ça m'a marqué quand j'étais ado, c'est que mon père et ses amis aimaient la poésie plus d'influence américaine, et moi je comprenais pas pourquoi, parce qu'on a des grands poètes latino-américains qui sont super, mais ils aimaient un peu la poésie de l'école de New York, qui parle plutôt du quotidien, de choses simples, qui aiment aussi le prosaïque, même si le prosaïque vient de prose, mais bon, en tout cas, ce qui n'est pas noble, en tout cas, ce qui n'exalte pas les choses positives, enfin les grandes idées de la vie, les grands sentiments, mais plutôt les choses plus triviales. Et je pense que peut-être ça a inspiré ma façon d'écrire. Et ce qui était bien avec eux, c'est que, bon, en même temps, c'était pas des grands poètes. C'est-à-dire, il y a aussi des gens qui écrivent, qui étaient pas très doués, qui n'ont jamais été publiés, mais ils s'en foutaient, quoi. Et donc, c'est ça qui était cool. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai compris que la poésie, c'était quelque chose qui était tellement prise de façon, enfin, tellement au sérieux que personne n'ose le faire. Et un poète qui n'est pas publié n'est pas poète. Se dire poète, c'est un truc complètement cucu ou étrange. Et bon, là-bas, la naïveté centra-américaine faisait peut-être que les gens s'en foutaient, quoi. C'est marrant, tu finis sur le terme de naïveté, et je trouve que ça colle beaucoup dans ton film, et je trouve qu'encore une fois on peut faire justement le parallèle entre la naïveté un peu des personnages et leur bestialité, en fait comme s'ils avaient peut-être pas tous les codes de compréhension du monde que nous on pourrait avoir, enfin que d'autres personnes pourraient avoir, mais que du coup ça leur offre plus de sincérité, et aussi un rapport qui est à la fois plus conflictuel entre eux, parce qu'en fait leur langage c'est les cris et les coups, mais d'un autre côté aussi plus beau parce que plus honnête. Alors justement, il y a un truc que j'aime aussi chez mes personnages, mais c'est-à-dire j'aime plutôt ça chez les gens que je connais, avec qui j'ai grandi, c'était qu'ils étaient effectivement, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu naïfs, qu'ils avançaient dans la vie sans très bien savoir où ils allaient. En tout cas, ma vision d'adolescente sur les adultes a été celle-là, mais pourtant ils avaient une sorte de lucidité très particulière quand ils écrivaient de la poésie, c'est-à-dire qu'ils pouvaient dire des choses extrêmement lucides et aussi cruelles d'ailleurs dans leur dimension très tranchante sur leur vie. Par exemple, le poème du père, qui est un poème qui existe, c'est pas moi qui l'ai écrit, dit des choses très concrètes et très vraies sur le rapport à la violence, que j'ignorais que l'auteur savait. Voilà, et ça c'est quelque chose que je retrouve souvent chez les gens qui écrivent de la poésie. Ils ont l'air un peu perdus, puis tout à coup ils écrivent un texte et en fait ils le sont pas tellement. Voilà.
Tu parlais, Nathan, de cette ambivalence, cette complexité des personnages, et toi aussi t'en parlais, Valentina, sur le rapport à Dolan, la différence, plus de nuances. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que les personnages sont très ambivalents dans la relation filiale, la relation avec le père, entre le père et la fille notamment, parce qu'il y a ce côté, je pense, de la jeune fille qui se rend compte que le père, elle l'idolâtre, et que c'est pas avec l'appartement par exemple, le fait qu'elle cherche à vivre avec lui et qu'il y a un sentiment un peu de rejet, et qu'en même temps lui il a confort dans cette idée là, et puis il essaie d'être un bon père, je pense. C'est dur à interpréter, je pense, c'est compliqué. On a vu que Nathan aussi, ton film Paul est là, et il y a ce rapport encore du père et de la fille. Il y a une relation presque oedipienne en fait, d'une fille qui est attirée par le père et en même temps qui a un sentiment un peu de rejet aussi. Alors est-ce que c'est une inspiration? Est-ce que t'as voulu faire une relation oedipienne? Est-ce que c'est venu avec l'écriture, comme tu disais, parce que tu as expliqué aussi que les personnages sont venus et que c'était pas un film choral alors que tu voulais initialement faire un film choral? Cette relation oedipienne, elle s'est imposée à toi, elle est arrivée comme ça, et c'était aussi important pour l'ambivalence et la complexité des personnages de faire ça? Oui, je pense que ça fait un moment que je parle de ce sujet-là, et dans ce film aussi, il y a un rapport oedipien, peut-être plus syndrome d'Electre, dans ce cas précis, de père et fille. Mais j'aime bien, c'est pas que j'aime bien, c'est que je connais bien cette ambivalence aussi d'idolâtrer un parent et du coup de le détester en même temps, dans ce même côté. Ça rejoint ce qu'on disait sur la malédiction de l'héritage. C'est une malédiction et une bénédiction en même temps, et aussi le besoin de validation d'une jeune fille par le regard du père. Je crois que c'est un truc qui est terrible, et qu'une adolescente peut en être consciente, qu'elle en a besoin, en même temps de savoir que c'est peine perdue, que c'est terrible, que pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir la validation du regard masculin, du regard du père. Et je pense aussi que moi, dans ma vie, ça a été un moteur que j'ai toujours détesté aussi, c'est-à-dire je voulais être une bonne élève parce que j'avais un professeur que j'admirais, et en même temps j'avais envie de tuer les idoles, de me débarrasser de ces figures professorales, de plus vouloir être une bonne élève. Voilà, je pense que c'est pas un truc qui est que féminin, mais bon, c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, c'est pas patriarcal évidemment, le désir de femme d'être une bonne élève, d'être une bonne jeune fille, tout ça, c'est quelque chose contre laquelle on lutte tout le temps, et donc du coup on aime et on déteste les figures masculines. Voilà. Alors, je vais revenir sur d'autres points qui sont un peu plus liés ou non, mais sur la corporalité, ça on en a un peu parlé, et sur aussi la question plastique du film, les choix qui ont été faits. Alors déjà sur la question de la corporalité, je vais revenir aussi sur les influences. On en a parlé un petit peu brièvement, mais il y a des choses qui m'ont peut-être des parallèles, des moments qui m'ont fait penser, qui m'ont rappelé d'autres films. Je voulais savoir si c'était revendiqué aussi, c'était une inspiration concrète ou pas du tout. Et sur cette question donc du corps, je trouve qu'il y a on a des gros plans sur la peau, on a la nudité, on a même un moment des urines avec une petite fille qui a peur, et ça rend le film presque palpable, assez proche du réel. Est-ce que c'était inévitable, ce rapport très intime au corps? Est-ce que c'était important pour dans l'organique du film, alors que la violence est quand même très importante dans l'intrigue? Est-ce que ce corps était important pour le rapprochement aussi avec le spectateur et les personnages? Alors oui, c'était important pour moi parce que je pense toujours... je pense que mon cinéma est plutôt un cinéma de personnages, et moi j'aime bien penser les personnages dans leur corps avant de penser à de la psychologie ou à une backstory ou des choses comme ça, que parfois quand on me demande quelle est la backstory des personnages, moi ça m'intéresse pas spécialement. J'ai plus des envies de sensations et de corps, et donc c'est pour ça que j'écris les personnages en pensant à leur corps, et évidemment ce qui me donne envie dans une scène aussi, c'est comment le corps du personnage va générer des sensations chez le spectateur. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours des personnages qui ont qui sont pas bien dans leur corps, qui sentent, qui ont des poux, qui ont des érections à des moments inopportuns, qui sont violents, qui se cognent la tête contre un mur, et c'est ça leur rapport au monde. En fait, ils passent par des textures, par leur inconfort, par ces choses-là, quoi. Et j'aime bien faire ça parce que ça me donne aussi un petit peu des personnages sans tête, quoi. C'est-à-dire que je suis pas en train de les figer dans une
une psyché, et puis surtout dans une sorte de narration, de besoin narratif. Ils avancent avec leur corps dans la scène et dans le film, quoi. Et donc, dans ce sens-là, c'était important. Mais évidemment, ça entraîne aussi une façon de filmer qui doit permettre de donner cette importance au corps, quoi. Mais c'est rigolo que tu parles de ça. Je crois que c'est aussi une des remarques majeures que je me suis fait sur l'esthétique du film. C'était cet aspect super, je sais pas si c'est naturaliste, mais en tout cas c'est très humain, c'est très corporel comme tu disais. Et surtout le détail qui m'a marqué, le premier, je crois que c'était les traces de pieds sur le mur. Ah ouais. Et je me disais, mais waouh, mais c'est tellement ça, quoi. On dirait que ça fait 5 ans qu'elle est dans cette maison-là et que c'est vraiment une maison d'enfance. Et c'est ce genre de petits détails-là qui fait vraiment la véracité d'un film, je trouve. Moi, je suis super contente parce que je suis pas jamais sûre si les gens le voient, ce petit détail, mais il me tenait à cœur, il était déjà dans le scénario. Et alors, pourquoi ? Je sais pas exactement, mis à part le fait qu'il fallait qu'il soit là. Voilà, et parce que ça raconte quelque chose sur le rapport de cette jeune fille au mur. Et en général, elle est dans un rapport de frottement au monde que je trouve très propre à l'adolescence et très propre à quelqu'un qui est en train de se frayer un chemin dans le monde, mais physiquement, concrètement, quoi. Donc bon, merci d'avoir vu ce détail-là, je suis contente. Non, ça c'était intéressant. J'aimerais aussi, alors on a parlé du corps, mais j'aimerais aussi maintenant revenir sur des questions plus plastiques, d'esthétique aussi dans le film. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et dans le visionnage, j'ai eu l'impression qu'il y avait un basculement un peu esthétique dans le dernier tiers du film, avec une esthétique qui était jusqu'alors assez naturaliste, une photo assez sobre sur une bonne partie du film, et qui est un peu plus léchée sur la fin, avec des jeux de couleurs, de contraste, des jeux d'ombre aussi. Est-ce que c'était voulu, et si oui, pourquoi basculer vers une esthétique plus forte au moment où éclate un peu plus la violence et l'acmé du film, on va dire? Alors, je pense qu'il y a deux choses. De une, on a tourné le film chronologiquement parce que pour le jeu, c'était mieux et surtout, comme équipe, on est devenu meilleur avec le temps de tournage. Donc aussi, je pense qu'avec le chef-op, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble. On a vraiment réussi à mieux se comprendre au fur et à mesure que le tournage avançait. Et puis, je pense tout simplement que les personnages sortent un petit peu plus dans la rue. Et la rue, on voulait la filmer un petit peu différemment. C'est-à-dire, là, je sais pas pourquoi, j'avais envie un petit peu que la rue les regarde. Quand on est en intérieur, on est plus sur les corps. Et tout à coup, je me suis autorisée à m'éloigner un petit peu plus d'eux quand on était à l'extérieur. Il y a même des plans... il n'y a pas des plans fixes, mais il y a quelques zooms, par exemple. Voilà... On n'en avait pas du tout au début du film. Et ça, c'est une envie qui est aussi celle de dire, bon, on n'est pas forcément dans de la caméra à épaule parce qu'on a envie de faire un film réaliste, quoi. Là, vraiment, c'était par un besoin de corps, corporel, d'intime. Et quand on n'est plus dans l'intime, on ne va pas forcément remettre la caméra à l'épaule et faire la même chose. Là, on va essayer de filmer les choses de façon un petit peu plus urbaine, dans un cadre un peu plus fixe, avec des mouvements artificiels. Voilà. Parce que dans ton court-métrage, Paul et là, on se faisait la réflexion avec Nathan, il y a beaucoup de plans fixes, justement, plus que de caméras à l'épaule. Et on a quand même ce rapport aussi assez organique et assez proche des personnages. Alors pourquoi dans ce film avoir choisi le mouvement plutôt que la fixité ? Alors, bien vu. Deux choses. Je pense que Paul et là, c'était filmé donc, en Belgique en hiver. Et donc, j'avais... Voilà, ça me semblait plus cohérent de le faire avec une certaine fixité. C'était mon premier cours, donc il fallait absolument que je contrôle tout, et même le mouvement de caméra. Donc je crois que ça répondait aussi à un besoin de rigidité un petit peu de ma part. Et puis là, je travaillais aussi avec des acteurs, donc c'était plus facile de rythmer les plans. Là, j'allais aller travailler avec des non-acteurs, donc la priorité, c'était l'improvisation, le jeu. Et en termes de mise en scène, un plan fixe, il faut beaucoup de mise en scène, c'est très millimétré. Là, je voulais donner plus de liberté aux acteurs. Donc, il y a aussi ça qui est entré en jeu dans le long, quoi. C'est pour ça qu'on a fait moins de plans fixes. Et puis, je sais pas, le chaos de la ville, la densité, la moiteur, il me semblait que c'était mieux d'avoir une caméra mobile. Parce que les acteurs étaient non professionnels sur le film ?
Sur le long métrage, Ouais. oui. Enfin, la principale et l'ami Ok. du père. Voilà. Je vois Bleu qui fait une tête. Très très bons acteurs pour des non-acteurs. Oui, oui, Waouh. c'était Et qui ont eu- Puis elle a eu un prix à Locarno en plus pour Oui. son jeu. les deux, C'est- les deux, non? les deux. Ouais, prix mais d'interprétation. le père a eu le prix d'interprétation. Mais du coup, lui, c'était un acteur pro déjà, c'est ça? C'est un acteur qui a une formation de théâtre, mais Ok. voilà, il a pas jamais joué au cinéma vraiment avant. Ok. Alors, j'aurais une dernière question sur le même thème. Et tu parlais à la fin de ces plans. Alors, il y a des zooms, mais surtout sur la ville, en fait, enfin, où le personnage de Eva est un peu plus seul dans la ville, avec des bâtiments un peu plus grands autour d'elle, comme ça, sur notamment le bâtiment bleu à la fin, avec un bleu assez intense, avec des palmiers autour. Et ça crée un contraste assez fort entre le poids émotionnel de la scène et l'atmosphère qui paraît assez colorée, assez plaisante par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'alors. Là, c'est plus un petit bonbon coloré qui surgit, et ça m'a fait penser au cinéma de Sean Baker, notamment au film The Florida Project, où il y a une scène très similaire avec une petite fille qui est sur un cadre très coloré, alors là c'est violet pour le coup, et assez féerique, qui crée aussi un contraste avec l'action assez dramatique. Est-ce que c'est une référence ou pas, et est-ce que pourquoi ce contraste, pourquoi à la fin du film rajouter ce côté coloré de la petite fille dans la ville? Alors, même si j'aime beaucoup Shane Baker, c'était pas une référence Ok. voulue, mais c'est bien vu. En tout cas, ce qui est bien vu, c'est que je voulais, en effet, avoir une scène qui graphiquement contrastait avec la lourdeur de ce qui est en train de se passer et le calme apparent et très étrange de ce quartier résidentiel avec ces palmiers, ce soleil. Bon, il y a eu moins de soleil que celui que j'aurais espéré, mais bon, c'est pas grave. Et aussi cette façon très optimiste qu'ont les Costariciens de colorer leur façade d'immeubles, parce qu'ils n'ont pas du tout peur de la couleur. Donc ça, c'est propre au paysage urbain costaricien. J'ai choisi le décor, mais bon, ils étaient tous similaires, on va dire. Mais je voulais effectivement qu'il y ait une sorte de calme apparent, que cette scène, que c'est une scène avec des flics, etc., mais qu'elle se passe dans une sorte de calme qui, pour moi, est presque réaliste, parce que ça casse le cliché dans lequel la scène aurait pu tomber et les codes auxquels on a l'habitude de voir pour ce genre de scène. Ok, je vois mieux. Bah, je pense qu'on a à peu près tous fait le tour de nos questions et des points qu'on voulait aborder. C'était super cool J'en aurais encore d'échanger. beaucoup d'autres, mais on peut pas faire une émission de 4 heures, c'est pas possible. Ça pourrait durer longtemps. C'est dommage. Il va falloir libérer Valentina au bout d'un moment, mais c'était vraiment très sympa. Merci beaucoup Valentina d'être venue dans l'émission. Merci à vous pour l'invitation, c'était super. Vraiment, merci beaucoup. Pas de souci. C'était avec plaisir. Hein. Si tu veux revenir à chaque film que tu fais, je pense qu'on t'accueillerait avec plaisir. Ouais, t'étais la première invitée dans l'émission, donc ah bon. j'espère d'une longue Super. lignée. J'ai juste terminé par une question que j'aimerais instaurer comme un rituel. Est-ce que tu pourrais nous donner 2, 3 de tes films préférés? Ah là là. C'est horrible comme question. C'est terrible. Non, mais c'est vrai C'est que terrible, c'est un choix terrible. Mais normalement, je me suis préparée à ce type de questions parce que ça fait un mois que je présente le film, et c'est marrant parce qu'à chaque fois, je sais que j'ai préparé 2-3 noms et je les oublie. Mais forcément, La Niña Santa et Lucrecia Martel. La balade de Bruno de Herzog, c'est un des films que j'avais découvert à 16 ans. Et c'est pas un de ses films les plus connus, mais bon, moi, c'est celui que j'aime. Mini and Moskowitz de Cassavetes, qui a un peu mal vieilli, j'ai peur, mais c'est un film qui m'avait beaucoup plu. Et alors, je vais penser à un film plus récent quand même, parce que, je vous cite que des films un peu vieux. Mais c'est bon, ça, c'est pas du tout grave. Mais A Night of Knowing Nothing de Payal Kapadia, c'est un film que j'ai vu récemment et qui est absolument fabuleux. Donc c'est un film d'une cinéaste indienne que je vous conseille de suivre, et qui est un film sur les révoltes étudiantes à Bombay, mais c'est surtout un très bel objet de cinéma. Voilà, donc je vous invite à le regarder. Merci beaucoup pour ces recommandations. Et j'en profite pour dire à nos auditeurs que tu animeras un débat, et que tu seras là pour la séance du 9 mars au Méliès à Montreuil à 20h30. Donc si vous êtes sur Paris ou alentour, allez-y, ça sera très sympa. Et aussi le 10 mars, il me semble, au cinéma Luminor. Tout à fait. Voilà, donc pour les Parisiens, on vous recommande d'y aller et puis de découvrir le film là-bas, et puis on pourra échanger
avec vous après par message sur Instagram. Et puis voilà, on va faire peut-être un dernier petit tour de table pour conclure l'émission bleue, cette émission. Il sort demain le film, c'est ça? Si je comprends. Alors aujourd'hui, au moment où on enregistre, oui, il sort le 8 mars, c'est ça? Exactement. Donc aujourd'hui, Jour- 8 mars, journée internationale de la femme. C'est ce que j'ai dire. Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On est le 8 mars? On Non, est on est le le 7. 7 On est le 7. Oui, je me C'est dis- bon, on est le 7. Ah non, je pensais que C'est tu disais on va demain. diffuser Ah bah on va le diffuser demain, donc enfin on verra Ah, quand donc est-ce moi, qu'il je- sort, Je mais en trichais tout cas pour toi. Ah, bon, le d'accord. 8, Bon, voilà. demain, aujourd'hui ou demain, ça C'est dépend ça. de quand vous entendrez l'émission. C'est génial. C'était voulu comme sortie ou pas du tout? Non, c'est C'est le un hasard. hasard, mais Le hasard ouais, fait bien les choses. voilà, exactement. Exactement. Bon, bah super. Nathan, Oui. c'était cool l'émission. Ah oui, oui, j'ai l'impression d'être un enfant, je suis très content. Voilà. Ah non, c'était génial. Nicolas, un mot? Non, je suis aussi très ému d'avoir fait cette émission. C'était vraiment très beau d'avoir, enfin, les personnes derrière de ce, parce que nous on critique bien beaucoup les films, des fois en bien, très souvent en mal. Et c'est bien d'avoir les gens vrai. derrière qui on tape autour de la table. Donc voilà, si si le 8 mars vous avez le choix entre The Whale de Darren Aronofsky et ce magnifique film, écoutez, vous pouvez voir les deux en même temps, je pense, parce que les deux se valent. Je crois que j'ai pas encore vu Darren Aronofsky, mais ça va être compliqué. J'espère que c'est Gaston. bien du coup. Gaston, un mot? Bah, on est très content du coup, enfin je suis très content d'avoir fait cette émission donc avec Valentina Morel. Alors bah, pour ce qui est de la diffusion, pour les gens qui sont sur Lyon, je crois qu'ils passent dans un cinéma à Saint-Étienne, voilà, très très vite. Saint-Etienne. Et à Saint-Étienne, ouais, ils ont un Méliès à Saint-Étienne. Et puis sinon, bah, il passera un peu plus tard à Lyon. Donc j'avais déjà dit dans une émission au Zola, dans le courant du mois de mars. Voilà. Merci Gaston. Merci. Un dernier mot, Valentina? Merci à vous tous, c'était super. Je reviendrai, même si vous me tapez dessus pour un de mes prochains films dans votre émission. Le prochain, on va le détester. Alors c'était nul, mais vas-y, Pas de problème, je serais ravie d'en parler avec vous quand même. Ben, on a hâte de voir le prochain quand il sera prêt. Et puis voilà, sinon on dit à bientôt à nos auditeurs. J'espère que ça vous aura plu ce format un peu spécial avec une invitée. Et puis voilà, suivez-nous sur Instagram avc.podcast. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.